Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la demande d'un abonné. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais développer je vais développer les vidéos qu'on avait déjà faites. Je vais vous parler des derniers modules. Concrètement, si vous voulez vous y retrouver, on va faire les autres modules et ensuite je parlerai d'Extender. On va voir. J'avais déjà fait Repeater, Intruder. Vous retrouverez les vidéos, je vous le mettrai en description de celle-ci. Et nous, on va continuer les cours sur Burp Suite. Je vais utiliser la version gratuite, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire? Comme ça, vous pourrez faire en même temps que moi, d'accord? Alors, je ne sais pas si le CTF est gratuit ou pas. Je pense qu'il faut un abonnement, d'accord? Mais au moins, vous aurez toutes mes vidéos pour vous familiariser avec l'outil. Je ne sais pas si je vais faire une dernière vidéo ou deux vidéos. J'ai pas dormi de la nuit, je suis en nuit blanche. Donc, je suis un petit peu crevé, mais ça va le faire. Vous inquiétez pas, j'ai un bon café. Et je vais accélérer la vidéo à 105% comme d'habitude. Comme ça, on aura l'impression que je comprends ce que j'explique et que j'ai l'air un petit peu intelligent. Et pas complètement endormi. Donc plus sérieusement, on va revoir les bases et puis développer, puisqu'on avait vu les précédents modules. En effet, je vous disais, on a les bases que je vous avais définies dans une première vidéo. On avait vu le module Repeater, on avait vu le modèle Intruder. Donc Repeater qui permet de dupliquer les requêtes qui vont être faites au serveur. L'intruder qui nous permet d'automatiser les requêtes. Là, on va parler des modules un peu moins connus de Burp Suite. Et je finirai à la demande de cet abonné. Merci pour ton petit message d'ailleurs. On parlera d'Extender, d'accord, qui va vous permettre d'accroître la potentialité et puis d'exprimer le plein potentiel de Burp Suite. Et vous aurez des extensions, surtout quand vous allez commencer à faire du bug bounty, vous allez avoir des modules complètement dingues, d'accord. Certains sont payants, malheureusement vous ne pourrez que les récupérer avec une version de Burp Suite Pro, et d'autres, on verra sur le marketplace, quelques extensions. Après, je vous laisserai creuser, sachant que c'est du Java, sachant que j'ai à peu près sur ma version Pro 35-37 extensions, et je vous le dis tout de suite, il va falloir une machine avec beaucoup de RAM et Burp met à peu près 2-3 minutes à se lancer. Donc ça devient une usine à gaz, mais ça devient extrêmement puissant. Donc regardez ça, je développerai dans la prochaine vidéo ou peut-être d'ici 1 heure. Je sais pas combien de temps je vais prendre pour vous faire cette vidéo, mais regardez toujours l'impact. Vous allez voir sur le marketplace, quand on parlera d'Extender, vous avez toujours l'impact en cycle CPU et l'impact en RAM. Prenez bien ça en considération. Si jamais vous avez un petit CPU, ça va vous bouffer des cycles CPU, ça va ralentir Burp, son fonctionnement et son lancement. Et pareil, si vous manquez de RAM, certains modules vont pomper tellement de RAM que vous allez faire out of memory, ou si vous êtes sur un Linux ou une machine Windows, vous allez swapper ou avoir du page file, donc ça va ralentir la bécane, d'accord, à moins d'avoir un bon SSD et surtout beaucoup de RAM, d'accord. Minimum 16 Go, c'est plutôt pas mal, 8 Go minimum, on va dire. Mais revenons-en à ce que je vous disais, je vais développer donc les modules un peu moins connus, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Alors, je vous disais, outre les célèbres modules Repeater et Intruder, Burp Suite il dispose également de plusieurs modules qui sont légèrement obscurs, qui sont déjà préintégrés, mais on ne sait pas trop comment ils fonctionnent et pourtant ils vont vous rendre de gros services. On a le décodeur qui va nous permettre d'encoder et de décoder, on a le comparateur qui va nous permettre de faire des comparaisons et le séquenceur. Vous allez voir, on va travailler sur des séquences, comme son nom l'indique, je vais développer, que vous compreniez bien les fonctionnalités. Donc, travailler avec du code et du texte, coder, encoder, décoder, comparer des ensembles de textes, analyser des caractères aléatoires, des tokens, des jetons capturés. Tout ça, ça va être possible avec ces 3 outils. Le but, c'est de faire des tâches relativement simples dans Burp Suite et puis surtout de gagner du temps, d'accord? Puisqu'il y a des tâches que vous allez répéter, que ça soit sur des captures de flag ou si vraiment vous voulez commencer à faire des audits de sécurité sur une application web, sur éventuellement une interface de programmation, d'accord? Puisqu'il va falloir faiser l'API et trouver des failles. Trouver des failles, je développerai, on va faire des cours, je vous montrerai les bases du pentest d'API, d'accord, et comment on peut voler des tokens, faire du
cookie forgery, tout ça. Bon, bref, tout ce qui est orienté, on va dire, audit d'applications web, et pas que, parce que maintenant, vous le savez, avec les microservices, on a énormément d'interfaces de programmation, d'accord, qu'il faut maîtriser. Donc, je développerai un SOAP, REST, toute la famille hein, des RESTful. Il n'y a pas que ça. Hein, parce qu'on a aussi des graphes API. Bref, ça viendra. Je suis en train de me faire un livre de 500 pages. Et pareil, une fois que j'aurai fait la synthèse pour moi, que je me sentirai à l'aise de vous expliquer le concept, ça viendra. Hein, c'est une question de moi, encore une fois, parce que j'ai encore pas mal de boulot dans ma vie privée. Mais revenons à ce qui nous intéresse. On a un serveur qu'on doit pouvoir atteindre. Hein, j'ai fait un peu de nettoyage. 76, 140. Voilà. Donc on arrive sur Bastion Hosting. D'accord. Donc il nous dit c'est l'unique choix hein, si tu veux de l'hébergement sécurisé sur un TLD, hein, sur un top level domain, hein, le fameux .thm ou .fr. Je vous ferai des cours DNS, hein, on verra. Je vous ai dit que je vous parlerai des gateways, je vous parlerai du BGP, bien comprendre en fait comment fonctionne Internet. Je vais faire une vidéo, on ira jouer un petit peu avec Dig, avec plein d'outils que je vous avais déjà présentés, mais je vais essayer de vous donner une vision objective de comment existe Internet, hein, mais pas les concepts, parce qu'on peut vous montrer des diagrammes. Là, ça sera vraiment des commandes. On va voir comment on peut aller requêter hein, sur les serveurs de Facebook, de Google, et puis à partir des DNS, se balader sur cette hiérarchie. Hein, le principe d'autorité, hein, qu'est-ce qui fait autorité ou non au niveau du DNS, et après aller taper sur les différents serveurs. Ça sera utile pour nous quand on fait un audit de sécurité et qu'on passe éventuellement parfois par des CDN, hein, des distributeurs de contenu. Mais bon, là revenons à ce qui nous intéresse, mes gars, excusez-moi. On va parler un petit peu du décodeur, d'accord? Donc là, j'ai un site classique, on va voir comment on peut manipuler les données. Hein. Vous avez une fonction qui s'appelle Magic de Cyberchef, ça fait un peu la même chose. Hein. Ça va nous faire gagner du temps. Alors si vous connaissez pas Cyberchef, c'est un outil des services de renseignement extérieur anglais. Hein. Vous connaissez James Bond, je vous le dis toujours, c'est le MI6 qui a développé cet outil, et enfin en tout cas la petite sœur cyber du MI6 que vous connaissez tous, qui s'appelle le CGHQ, CGHQ, pardon, qui est la petite sœur de la NSA et qui est la branche armée cyber SIGINT, hein, ROM, renseignement, origine électromagnétique, ELINT, COMINT du MI6. Ok, si on doit parler un peu des services de renseignement. Mais là, on s'en fout. Moi, je te parlais de quoi? Je te parlais de Magic. Hein, il nous dit, Magic, il va essayer de détecter différentes propriétés de la donnée en entrée, et il va essayer de te suggérer les opérations qui pourraient éventuellement donner du sens. Hein, comment la donnée a été transformée. D'accord? Donc, encore une fois, on va parler de profondeur, hein, le nombre de niveaux récursifs. Hein, un peu comme dans Find. Hein, dans Find, tu peux lui demander de chercher à un niveau, racine, ou un deuxième niveau, c'est-à-dire dans une arborescence, un troisième niveau, c'est-à-dire à partir de la racine, dans une arborescence et une sous-arborescence présente dans la première arborescence, etc., etc. On peut lui demander un mode intensif, comme faire du XOR, hein, du bit flip, bit rotate, de l'encodage hein, sur nos caractères, essayer de brute force, bref. On voit qu'on a plusieurs options. Donc ça va être la version, entre guillemets, du pauvre de Cyberchef. Donc Cyberchef, vous pouvez le télécharger, hein, le faire tourner sur votre localhost, c'est pas un problème si vous voulez l'installer. Sinon, bah, vous avez le site, d'accord? Sinon, bah, très simple, hein, vous faites ça, je vais vous montrer. Si jamais vous voulez l'installer, vous galérez un peu. Voilà, bah, tout ça en fait, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va se le faire tourner sur notre serveur Apache. Alors, comment je peux faire ça? Je vais te montrer un peu. Si jamais tu vois le site un jour tombe, garde-toi ce précieux outil sous la main. Donc on va aller dans téléchargement, si je dis pas de bêtises. Oui, j'y arrive. Ok, je dois avoir mon zip qui est là. On va le déplacer, MV. Je vais le déplacer vers mon serveur. L'architecture, c'est dans var www.html. D'accord, sur mon Kali Linux. Ok, on va aller dans var www.html. Je vais unzip. Voilà.
Maintenant, je peux quoi? Je peux démarrer sur mon localhost à page 2, pas de problème. Parfait. On va se faire un status, voir. Il est up. Ok, il est en running. Donc, qu'est-ce que ça change pour moi? J'ai plus besoin d'aller sur le site. Je vais sur mon localhost. D'accord? Là, j'arrive, certes, sur la page par défaut. Pourquoi? Je suis à la racine de mon serveur. Nous, vous l'avez compris, qu'est-ce qui nous intéresse? On va venir charger le fichier qui s'appelle cyberchef HTML. Je vais le copier. Sudo mv cyberchef HTML en cyberchef tout court. On va pas se casser la tête. Ouais. Pas besoin de la version cyberchef.html. Parfait. Du coup, ça va me simplifier la tâche. Voilà, t'as ton propre, t'as ta propre build, hein, t'as le numéro de version qui est là, d'accord? Donc ça, en complémentarité, hein, vraiment Burp Suite et Cyberchef, c'est la petite popote magique quand tu commences à t'attaquer à beaucoup de choses, hein, à faire de la crypto, essayer d'offusquer, désoffusquer, de faire du blue teaming, de faire du pentest, de l'audit, faire des CTF, faire du pentest d'une application web. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que je t'ai dit qu'on avait la version du pauvre. La version du pauvre, pour nous, c'est Burp. La version community que je vais lancer. Je vais pas lancer la version pro. Décodeur qui est ici. D'accord? Donc tout le principe, c'est soit tu prends du texte, soit de l'exemple, hein, base 16. On a décodé, d'accord? Ou encodé. Donc, vous avez le Smart Encode, vous avez des hashes que vous pouvez utiliser, hein, l'encodage, encoder ou décoder en texte clair, clear text ou en hexadécimal. D'accord? Donc, vous voyez que, grosso modo, décodeur, il va nous permettre de manipuler les données. Hein, comme son nom l'indique, on va décoder, pouvoir décoder les informations qu'on capture, hein, lors d'une attaque, qu'on va récolter, et on va également encoder nos propres données. D'accord? Qu'on va pouvoir ensuite envoyer à la cible. C'est tout l'intérêt. Alors, décoder, ça nous permet de créer des hashsums, hein, de données, des sommes de hash, hein, on va utiliser les fonctions de hachage, vous le savez, et grâce à ça, bah, ça nous donne des informations pertinentes. On peut utiliser la fonction Smart Decode qui va tenter de décoder des données fournies de manière récursive jusqu'à qu'elles deviennent du texte brut. Hein, c'est un peu, je te disais, le parallèle avec la fonction Magic. Hein, je te laisserai tester si tu veux voir. Alors, imaginons, je sais pas, Toto, le hacker, donc je lui fais un encodage en base 64. Ok, j'efface tout. Je mets mon résultat. Magique. D'accord? Bah, tu vois que sans rien faire, déjà, sans mode intensif et tout ça, il te dit, écoute, regarde la recette, hein, il semblerait qu'on ait utilisé, hein, quoi? Un encodage en base 64 avec nos expressions régulières classiques, c'est-à-dire quoi? Bah, grand A, petit z, grand Z, donc minuscule, majuscule, de 0 à 9, et on voit les caractères spéciaux, hein, plus, slash, égal, d'accord, avec un true false. Et il nous dit, voilà, hein, le langage possible, Toto le hacker, bah en effet, ouais, c'est même du français aussi. Hein, je sais pas s'il nous le met, mais bon. Tu vois, il va essayer de t'aider, il te dit, écoute, l'encodage, c'est de l'UTF-8, et à mon avis, l'opération qui match, hein, il est quasiment sûr que, en effet, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé une opération en base 64, d'accord? Donc, vous voyez, ça va nous permettre de récupérer tout simplement le résultat. Hein, le snippet, décoder, bah, c'est bien ça. Et comment je sais ça? Bah, je peux reprendre, et si je fais cette fois-ci quoi? From? Bah ouais, c'est bien l'opération. Hein, inverse, d'accord? Avec notre alphabet qui est présent ici. Hein, c'est exactement la syntaxe qu'on avait vue au niveau de nos expressions régulières, nos regex. Ok, donc jusque-là, pas bien compliqué. D'accord? Quelques métacaractères, des expressions régulières, un peu d'encodage, de décodage en base 64. Donc, si je dois résumer, on a notre case de gauche. Hein, c'est l'endroit où on va collecter, tout simplement, on va taper le texte à encoder ou à décoder. Hein, comme la plupart des modules de Burp Suite, on peut envoyer des données ici, à partir d'autres sections du framework, en cliquant sur le bouton droit et en faisant envoyer au décodeur. Hein, on va l'envoyer au décodeur. On a la possibilité de choisir entre l'entrée comme du texte ou des valeurs d'octets hexadécimales. Hein, c'est ce qu'on a là. Ce que je vous disais, en haut de la liste à droite. Plus en bas de la liste, on a nos menus déroulants, hein, encoder, décoder, hacher l'entrée.
c'est ici. Et enfin, notre Smart Decode qui va tenter de décoder automatiquement notre entrée. Donc le principe, vous l'avez vu, hein, c'est que plus on va faire des transformations, plus l'interface va se dupliquer pour prendre en compte le résultat des transformations avec les options qu'on a là. Je vais vous mettre un petit diagramme. On verra les transformations là dans les tâches à venir. Si on se focalise sur nos menus. Décode, encode, vous avez exactement la même chose avec les couleurs. Il n'y a que le H qui change, mais tu vois que c'est exactement pareil. Alors, je vais résumer. Le premier, plain. C'est plain text. Plain text en anglais, c'est comme du clear text. Ça veut dire du texte en clair. D'accord? C'est à partir de là qu'on a besoin d'effectuer des transformations. Ou pas, ça va dépendre. Si on encode, on part avec des données en plain text et on va les encoder. À l'inverse, si on a besoin de décoder, on aura déjà quelque chose qui a été transformé et on va essayer de le décoder. Ensuite, on a notre URL en rouge. Donc, l'encodage URL, c'est utilisé, vous le savez, dans vos navigateurs web. Grosso modo, ça permet de rendre les données sûres à transférer dans l'URL d'une requête web. Le but, c'est d'échanger des caractères contre leur code de caractère ASCII au format hexadécimal, base 16, procédé du symbole pourcentage. D'accord? Ça, vous allez vous en servir tout le temps. Soit pour encoder en URL, soit pour offusquer notre charge utile. En tout cas, vous savez que les métacaractères, certains types de métacaractères comme le white space, le blanc, même si le blanc pour toi c'est vide, tu le vois pas, c'est bien un métacaractère. Qu'est-ce que j'entends par là? Toto, le hacker, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut dire qu'il y a 3 sous-chaînes. Une première sous-chaîne, c'est Toto. La deuxième, c'est la troisième, c'est hacker. Et c'est une chaîne qui est Toto, espace, espace, hacker. D'accord? Le problème, c'est que l'ordinateur, lui, il réfléchit pas comme toi. Là, il y a un white space. Là, il y a un white space. Le blanc, c'est un métacaractère. On appelle ça un métacaractère. On a plein de métacaractères. Mais un métacaractère, même s'il est métacaractère, reste un caractère. Donc, l'ordinateur, même si toi, tu le vois pas, il voit une chaîne unique, sans aucun vide, et c'est Toto, métacaractère white space, le métacaractère white space, hacker. Et ça forme une unique chaîne, tout concaténé. D'accord? Le problème, c'est que tu n'as pas le droit au blanc. Donc, si je mets ça encodé en URL, qu'est-ce que ça va faire? Tu l'as bien compris. Voilà, ça le passe en encodage URL et ça ne laisse aucun white space. D'accord? Tout est remplacé par notre pourcentage. Donc, transformation de caractère ASCII au format hexadécimal. D'accord? Donc, l'encodage URL, c'est une méthode extrêmement utile à connaître pour vos tests, vos pentests d'applications web. D'accord? Si on prend par exemple la barre oblique, le slash, on le connaît tous. Si je prends ça, pardon, pas le wildcard, c'est aussi un métacaractère, le wildcard. Le code caractère ASCII de la barre oblique, c'est 47. 47, en fait, c'est 2 F en hexadécimal. Je vous le montre. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas. On peut même taper sur Google, il le sait. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire ça, ASCII. On va regarder dans la table ASCII. ASCII 47. Est-ce que c'est possible? On regarde, on va aller voir tous nos caractères dans la table ASCII. Ok. 47, c'est bien notre slash. 2x, transformation en x, on passe bien en 2f. D'accord? Donc si je lui dis ça tu l'encodes en URL, pourcentage 2f. D'accord? Puisqu'on a vu, si vous avez suivi, qu'est-ce que je viens de vous dire? Le pourcentage, c'est parce qu'il s'agit de convertir tous les caractères de leur code de caractère ASCII au format hexadécimal, procédé d'un symbole pourcentage. C'est exactement ce qu'on a là. On précède d'un symbole pourcentage et on a notre 2F en hexadécimal qui veut dire le slash. D'accord? Ensuite, on a du HTML. HTML, le HTML, c'est l'encodage en tant que quantité HTML qui implique le remplacement des caractères spéciaux avec la personne, qu'on appelle éperluette, en français c'est le et, suivi d'un nombre hexadécimal ou d'une référence au caractère échappé, puis d'un point-virgule important, par exemple un guillemet, a sa propre référence. Et sa propre référence, comment on l'appelle? On l'appelle éperluette, quote, point-virgule.
D'accord? Donc, lorsque c'est inséré dans une page web, il sera remplacé par un guillemet double. Et cette méthode d'encodage permet de rendre les caractères spéciaux du langage HTML en toute sécurité dans les pages HTML. Et ça a l'avantage supplémentaire d'être utilisé pour empêcher des attaques telles que le cross-site scripting, les XSS. D'accord? C'est important. Nous, on veut le decode en HTML. Et on a bien notre double code. Donc cet avantage, c'est qu'on va pouvoir encoder n'importe quel caractère en tant que format HTML dit échappé et décoder des entités HTML capturées, d'accord, lors de nos attaques. Là, on vient de décoder des guillemets, d'accord. Ensuite, on va parler du base64. La base64, c'est notre méthode de codage largement utilisée. C'est utilisé pour coder les données à un format compatible ASCII. Il a été conçu pour prendre en charge des données binaires, par exemple des images, des vidéos, des médias, des programmes, peu importe, et les encoder dans un format qui conviendrait pour le transfert sur pratiquement n'importe quel support. La façon dont cela fonctionne sous le capot n'est pas importante, mais si vous êtes intéressé, je vous mettrai quelques descriptions pour les matheux. Vous allez comprendre comment on transforme. Et puis le principe derrière, vous le savez, je vous ai dit, on utilise beaucoup de bases. La base 16, c'est l'ex. Là, on est en base 64, d'accord? Donc, on utilise beaucoup les bases, soit pour offusquer, soit pour encoder, soit pour décoder, soit pour transférer, d'accord? Donc, très souvent, vous aurez des payloads, il va falloir les encoder en base 64 et ensuite les décoder en base 64, d'accord? Pour pouvoir les exécuter, juste le temps que votre charge utile soit transportée sur le réseau. D'accord? Et ça ajoute un peu d'offuscation, même si encoder en base 64, c'est on ne peut plus facile de décoder en base 64. Ensuite, on a l'ASCII-X. Alors, ça convertit les données entre la représentation ASCII, on a la fameuse table ASCII que je viens de vous montrer, avec les représentations hexadécimales. D'accord? Donc rappelez-vous, je vais pas développer, mais on a commencé avec la table ASCII. Après, on s'est dit, merde, il y a certains langages, tu vois, sur ton clavier, un américain, un français, un canadien, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que le français, le canadien, si c'est un québécois, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser des accents. A, accent aigu, grave, circonflexe, sur le E, pareil, j'en passe. Donc, c'était codé sur 128, et après, on pouvait encore mettre 256 bits. Donc, on a codé ça, on est passé de 128 à 256, et après, pour un support plus optimal, plutôt qu'utiliser l'ASCII, on a fait d'autres représentations, comme l'UTF-8, et l'UTF-8 permet de supporter bien plus de symboles, puisque tout est symbole, en fait, qu'on utilise. Vous avez des symboles en mathématiques, mais vous avez également des symboles en sémantique, en sémantique et en syntaxe. En français, un accent aigu, c'est pas un accent grave, d'accord? En fonction du contexte, du sens, d'accord? On va utiliser un différent symbole. Là, pour représenter tous les symboles, parce que c'est extrêmement complexe, on a des langues, si on doit parler du mandarin, ça n'a rien à voir. Si on doit parler du russe, de l'ukrainien, on a le cyrillique, d'accord? On a l'arabe, on a le japonais avec les kanji, d'accord? On a des langues beaucoup plus compliquées que le français, d'accord? Certes, le français, c'est une langue complexe, mais je peux vous assurer qu'il y a d'autres langues qui sont bien plus compliquées que le français. Le français, à côté, c'est du pipi de chat. On peut citer, je vous disais, le mandarin, le kanji, c'est extrêmement complexe. Même le cyrillique, pour nous, le fait qu'il y ait des alphabets dans d'autres langues qui soient beaucoup plus denses que l'alphabet latin que nous, on utilise, ça peut être déconcertant. Ça peut être au début très difficile. Mais c'est le propre, c'est le principe d'être polyglotte. Être polyglotte, c'est parler plusieurs langues, certes, mais être polyglotte, c'est aussi en informatique, vous allez être polyglotte, d'accord? Vous allez parler plusieurs types de langages, de codage, d'accord? Apprendre plusieurs langages de programmation. Et le langage de programmation, c'est ni plus ni moins qu'une langue étrangère, et il faut du temps pour la maîtriser. Ok, donc UTF-8, UTF-16, mais au début on avait de l'ASCII, c'est ça où je voulais en venir. Alors, la représentation ASCII et la représentation hexadécimale, ça donne l'ASCII-X, d'accord? Par exemple, le mot ASCII, il va être converti, on peut le convertir en hexadécimal,
Hein, ça va donner 41, 53, 43, 49, 49. Hein, on peut tester. Donc, je lui ai demandé d'encoder en ASCII-X. Voilà. Et on retrouve ça. Chaque lettre des données d'origine est prise individuellement, convertie de la représentation numérique ASCII, chacune en hexadécimal, en base 16. D'accord? La lettre A en ASCII, c'est un code de caractère décimal de 65. En hexadécimal, c'est 41. D'accord? De même, la lettre S peut être convertie en hexadécimal 53. Et ainsi de suite. D'accord? 53, 43, 49, 49. D'accord? Ensuite, on a le hex octal binary et gunzip. Alors, je vais regrouper le hex octal binaire. Hein, c'est des méthodes de codage qui s'appliquent uniquement aux entrées numériques et convertissent en quoi? Décimal, hexadécimal et octal, base 8 et binaire. On a quoi? La base 10, qu'on connaît tous, d'accord? De 0 à 9, ça fait 10. J'ai 10 doigts, je sais compter, d'accord? Ensuite, on a quoi? On a l'octal, ça c'est en base 8. On a le hexa, c'est 16, d'accord? Base 16. On a la base binaire, 0 et 1, et nos décimales. Nos décimales, c'est le système base 10. D'accord? Donc là, jusque-là, je pense que ça, c'est vraiment les 4 systèmes que vous devez maîtriser. D'accord? Savoir passer en décimale, hexadécimal, en système octal et binaire. D'accord? Parce que ça va vous servir tout le temps, surtout en programmation. D'accord? Et enfin, on a le gunzip. Gunzip, abréviation gzip. Vous le savez, sous Linux, on peut avoir des zips, on peut avoir des fichiers rares, mais on aura des gunzip. D'accord? Des gunzip ou du tar, hein, qui permet d'archiver. En grosso modo, vous inquiétez pas, je vous montrerai tous les systèmes de enfin, pas tous, la plupart des algos de compression qu'on utilise, d'accord? Notamment sous Linux, mais aussi sous Windows, sous macOS, d'accord? Donc on verra leurs possibilités, on verra lesquels sont les plus efficients. Je vous ferai une vidéo dédiée où on utilisera les commandes. Hein, je vais vous apprendre à compresser des données, d'accord? Puisque quand vous allez faire vos audits, après il faudra exfiltrer les données et on va compresser. Hein, je vais vous apprendre à faire des copies de disques durs, à exfiltrer les données comme des vrais petits black hats, d'accord? Mais vous allez faire ça pour faire le bien, parce que vous êtes des hackers éthiques. C'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne. Donc, si on en revient, compresser les données, largement utilisé pour réduire la taille des fichiers et des pages avant qu'elles soient envoyées à votre navigateur. Hein, tu ne le sais pas, mais dans une requête HTTP, qu'est-ce que tu as? Eh ben, allez, je vais essayer de te montrer. Je vais faire F12, on va aller dans la console. Okay. Donc, node-get sur le site il s'appelle ibm.com, pas de problème. Hein, qu'est-ce qu'on peut voir là? Je descends, j'en prends une au hasard. Tiens, intéressant. Qu'est-ce que je vois? Encodage du contenu, on a quoi? Dans le response header, on a un des champs, des flags qui s'appelle gzip. Tiens, on est en plein dedans. Et si je descends, je vais avoir un petit truc à un moment qui va me dire quoi? Qui va me dire, donc là c'est le course, alors peut-être pas sur cette requête, gzip deflate. Voilà, accept encoding. Hein, dans le request header, on a quoi? On a également l'accept encoding qui nous dit, bah écoute, ça accepte le gzip, le deflate et le BR. Pourquoi? Parce que quand bien même tu as la fibre optique chez toi, toutes les données que tu envoies et que tu reçois sont compressées avec un algo de chiffrement pour réduire les effets sur la bande passante. D'accord? T'imagines bien que sinon, on pourrait vite saturer soit certains nœuds du réseau, soit des pans entiers d'Internet. Pour ce faire, on utilise notamment du deflate, on utilise du gzip. Ça va nous permettre de compresser les données. On va, grâce à ça, réduire la taille des fichiers et des pages avant qu'elles soient envoyées à votre navigateur. D'accord? Et des fois, quand toi t'uploades des fichiers, pareil, on va pas te laisser uploader ton fichier de 122 MO, on va le gzip, on va le réduire. Ça, tu vas l'envoyer sur le réseau et le serveur côté back-end, une fois qu'il a reçu ton fichier, imaginons que tu uploades vers un service de cloud, il va à nouveau décompresser les données et c'est cette archive décompressée qui va venir stocker ou il va lui-même la compresser pour que ça prenne moins de place sur le cloud. Peu importe, on ne fait que... En fait, pour vous, c'est transparent, mais quand vous vous baladez sur Internet, votre navigateur fait que ça.
D'accord? En bas niveau, au niveau de votre RAM, bah, ça fait que quoi? Encapsuler, décapsuler, bah, des informations, hein, sur notre stack. On a vu le modèle OSI, on a vu le modèle TCP, IP, et en su, vous le savez pas, mais des millions de fois à la seconde, tout va dépendre de ce que vous faites, mais allez, des centaines de fois à la seconde, je vais rester calme, je vais pas faire mon Marseillais. S'il y a des Marseillais qui nous écoutent, c'est une boutade, j'ai rien contre vous, mais voilà. Hein, on le voit pas, mais c'est ce que fait constamment votre navigateur, d'accord? Des pages plus petites, ça signifie des temps de chargement plus rapides, ce qui est hautement souhaitable pour les développeurs. Hein? Qu'est-ce que je cherche là? Pourquoi je suis parti dans le mode network? Parce que le mode network, il va me dire, écoute Coco, tiens ton application là, voilà ce que ça pompe, hein? En quoi? Bah en taille, et je peux te faire un calcul, on va calculer le temps, hein, que va mettre ton application. Et je peux regarder quoi? Bah, les response time, j'ai mon JSON, j'ai le cache, j'ai les timings, d'accord? Combien de temps il faut pour charger cette page, d'accord? Et c'est là que ça va devenir intéressant pour nous. D'accord? Puisqu'on va avoir les écarts, on voit le jittering, tout ça au niveau de la bande passante, et je vois que dans l'ensemble, hein, pour faire mon get en 200, là on a mis quoi? 672 millisecondes. D'accord? Avec ça, cette couche, eh ben, le get là, il a pris tant de temps. Hein, là, je vois tous les appels qui ont été faits. C'est quoi? C'est un document, c'est un style sheet, c'est un script. Hein, voilà. Et tout ça, ça se fait. Et c'est comme ça que parfois, si vous avez trop de temps de latence, eh ben déjà, l'utilisateur, il va pas être content. Donc, il va arrêter d'utiliser votre application. Il va dire c'est de la merde, c'est codé comme de la merde. Ou votre serveur, il a une surcharge de travail, peut-être en termes de bande passante, peut-être sur ses grappes de disque dur, peut-être il est en train de swapper, il a plus assez de RAM, il a trop de 6 CPU. Bref, hein, il est en train de pas tourner de façon nominale, et du coup ça va entraîner un chargement de la page qui peut être parfois visible. Hein. Autant la page là, tu vois, elle se charge en plusieurs fois, et on voit bien les temps de réponse dégradés. Si je vais sur un autre site, je fais F5, ça va être quasiment instantané, ou pas. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui se passe dans votre navigateur. Hein. Donc le gzip, on s'en sert, et ça va permettre aux développeurs d'augmenter aussi leur score SEO. Hein. Le principe, le SEO, c'est toutes les données analytiques, Google Analytics, bref, le référencement, hein, ce qu'on appelle le référencement. On va faire très simple. Le but, c'est d'éviter les ennuis aux clients, d'accord? Et que mon site soit le plus fluide, ne pourrisse pas la bande passante, et ne pas ennuyer mon client, parce que si l'application est mal codée, tu sais que le client, il va se barrer. Il va aller trouver un service qui fait la même chose et qui fait mieux. Et si toi, tu es dev et on t'a demandé de coder une solution, eh ben, tu l'as bien compris, c'est ce qu'on appelle la qualité de service. Hein. En réseau, mais pas que, c'est fournir un service de qualité au client pour qu'il soit content, et qu'on garde le contrat avec lui et qu'on continue de développer des solutions en interne pour ce client. D'accord? Donc, décodeur, si vous avez suivi tout mon blabla, mon charabia, ça permet tout simplement d'encoder, de décoder manuellement, là, en l'occurrence, les données gzip. Donc ça, essentiellement, notre ex, on s'en servira, vous l'avez compris, hein, tout ce qui est données non ASCII ou avec des fichiers binaires, hein, ça va être extrêmement utile. Et enfin, le Smart Decode. Le Smart Decode, ça va nous permettre de décoder automatiquement du texte qui a été encodé. Hein, c'est ce que vous avez sous les yeux. Je prends cette longue chaîne, d'accord? Elle est automatiquement reconnue comme étant encodée en HTML et automatiquement décodée en conséquence. D'accord? Donc vous voyez que c'est totalement transparent pour vous. Vous cliquez sur Smart Decode et ça vous traduit le texte, en fait. Burp Suite. D'accord? Donc ça peut être pas mal si jamais ça bug, hein, parce que cette fonctionnalité, elle est loin d'être parfaite. Je vous conseille de décoder rapidement des morceaux de données inconnus via d'autres outils. D'accord? Soit vous utilisez des chunks, hein, pas des gros strings, soit vous passez directement sur notre ami Cyberchef qui fera le taf. D'accord? Et peut-être bien mieux. Alors, on va pratiquer un peu, parce que assez blablaté. Ça me donne un résultat en Smart Decode. Ce deuxième résultat, je le Smart Decode, à nouveau. Décodage intelligent. Et là, vous voyez qu'on retrouve. D'accord? Donc, il y a eu quoi? Il y a eu 3 étapes, hein, de transformation, et on pourrait revenir parfaitement. Hein. Si je réencode comme ça, je réencode comme ça, je me retrouve avec ma chaîne initiale. D'accord? On va transformer cette fois-ci. Ils nous disent tap encoding. Donc,
le challenge, le défi d'encodage. Je vais pas mettre un white space. Et on nous dit, vas-y, tu commences par de la base 64, d'accord? Tu prends la sortie, tu la convertis en ASCII hex et la chaîne finale, tu l'encodes en hexadécimal, en hex octal, d'accord? Alors, si on suit le déroulement, je vais quoi? Je vais encode en base 64. Ce base 64, je vais à mon tour l'encode en ASCII hex, d'accord? L'ASCII hex, je l'encode en octal. Je me retrouve avec cette chaîne. Est-ce que c'est la bonne? Très bonne question, les amis. C'est bien la bonne. D'accord? Et là, c'était bien 47. Ok, on continue. Donc, comme on a vu, on peut également générer nos HSUM. On voit qu'on a plein d'algos. Utiliser la souris, la molette de votre souris, pardon. D'accord? Et on a la plupart des algos de fonctions de hachage. D'accord? Donc ça, c'est cool. Le hachage, ce qu'il faut comprendre, j'en parlerai, je vais faire une série de vidéos sur John the Ripper, sur Hashcat, sur Hydra. On verra toutes les techniques de cracking. Alors le cracking, pas faire du reverse engineering pour craquer un logiciel et le pirater. Le cracking de crypto. Comment casser la crypto en local, en offline, en ligne. D'accord? Et les différents algos que vous allez retrouver sous Windows, sous macOS, sous Linux. D'accord? Et comment on utilise John the Ripper, comment on utilise Hashcat. Je vous ai déjà fait des cours sur John the Ripper, sur Hashcat. Là, ça va être des cours avancés. D'accord? On va se télécharger un petit Kali. Il y aura des exercices, des TP. Je crois que c'est comme ça qu'on dit quand vous allez aller à l'université. Moi, je suis autodidacte, j'ai jamais fait tout ça. Mais on va faire des petits travaux pratiques. D'accord? Et puis, on va essayer de comprendre comment ça marche. Encore une fois, vous donner toutes les bases pour que vous soyez à l'aise pour casser des mots de passe. D'accord? Et puis voilà, on va faire simple. Le but, c'est pas de rester pendant 18 heures sur ton H4, avoir les yeux qui siennent pour enfin trouver le mot de passe. D'accord? On va casser des algos. Ça va prendre quelques minutes, ça va prendre 10 minutes, ça va prendre un quart d'heure. Le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Pas montrer que tu es un élite hacker parce que tu as fait tourner ta carte graphique pendant 3 semaines pour trouver un seul mot de passe. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Le hachage, c'est un processus unidirectionnel utilisé pour transformer des données en une signature unique. Pour que ça soit un algorithme de hachage, la sortie résultante doit être impossible à inverser. Ça, c'est la première règle. Ensuite, en algorithmie, on a ce principe en ingénierie qu'on appelle une black box. Une black box, c'est une boîte noire. Une boîte noire en ingénierie, tu sais pas ce qui s'y passe, d'accord? T'as pas la capacité de faire de l'ingénierie inverse, de la rétro-ingénierie, d'accord? Tu ne connais pas les modules, tu ne connais pas comment elle est composée, tu ne connais pas ses couches, d'accord, d'abstraction, tu ne connais pas le modèle qui a été défini. Tu ne connais pas l'algorithme, tu connais pas les formules mathématiques, d'accord, les modèles mathématiques qui ont été utilisés. C'est obscur. Donc cette black box, comme tu ne peux pas auditer, il faut essayer de comprendre et faire de la rétro-ingénierie avec les moyens du bord. Mais imaginons que tu ne saches rien, d'accord, ni les couches d'abstraction logicielle, ni les couches d'abstraction matérielle cryptographique. Tu sais que tu as une boîte, tu lui donnes quelque chose en entrée et tu as quelque chose en sortie. Quel est le propre de la somme de hachage, des algorithmes de hachage? C'est que tu as une chaîne variable. C'est-à-dire, je peux te donner Toto le hacker, comme je peux te dire ma mère est la femme la plus merveilleuse au monde, d'accord? Elles n'ont pas la même longueur, ces chaînes, d'accord? Et à l'inverse, une fois qu'on a passé tout ça dans la boîte, dans ma black box, en sortie, j'ai quoi? J'ai une chaîne à taille fixe. C'est le propre de l'algorithmie. Quand tu utilises une somme de hachage, je me fous que tu me rentres une chaîne de 128 caractères ou une chaîne de 16 caractères, peu importe, elles auront une taille fixe. En fonction de l'algo, MD5 aura en sortie une taille fixe. Après, SHA-1, SHA-256, 512 auront une taille bien plus grande. Mais ils auront chacun la même taille. Tu peux comparer quoi? Deux fonctions de hachage MD5, la somme de hachage, elle sera toujours identique. En longueur, en length, très important. D'accord? Donc ça, c'est propre aux fonctions de hachage en mathématiques.
D'accord? Donc, si je te donne un petit exemple, l'algo MD5 que vous connaissez tous, hein, qui est très facile à casser, c'est pour ça qu'il est, depuis longtemps, il est plus sûr, mais ça nous permet quand même de générer une somme de hachage. Et si je dois dire, bah écoute, je veux MD5 sum, M, je vais le mettre en majuscule, MD5 sum, je sais que ça va me donner une chaîne à taille fixe qui va commencer par 4AE et qui va finir par 5E8C. Comment je le sais ça? Donc je prends MD5 sum. On retrouve bien ce que je t'avais dit, 4AEL, et ça termine par, je t'avais dit, A5E8C. Hein, CA5E8C. Quand il suffit que je change quoi? C'est le propre du H, que je change MD5 cette fois-ci sum, et tu vois que c'est la même longueur en sortie de ta boîte noire, cependant, ça n'a rien à voir. D'accord? Et je peux inverser. Je peux te mettre quoi? Je t'ai dit que je peux te mettre une chaîne à taille variable en entrée. Ça passe à la moulinette dans ma boîte noire, ma black box. Et en sortie, c'est le propre de la fonction de hachage. J'ai une taille fixe. Pourquoi? Parce que là, j'utilise du MD5. Mais si maintenant j'utilise quoi? J'utilise un autre algo, genre du SHA. Hein, on va prendre du SHA 512. Tu vois qu'elle est beaucoup plus longue. Mais pareil, je prends en entrée, je retire, chaîne variable en longueur en entrée, en sortie, même taille pour l'algo utilisé. MD5, tu vois, c'est 7 longueurs, et là, on est 4 fois plus grand, hein, à vue d'œil. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre. Et puis, vous allez voir après, avec le temps, à la taille de la chaîne en sortie, une fois qu'il y aura eu une fonction de hachage appliquée, vous saurez dire si c'est du MD5, du SHA, du SHA1, SHA 256, SHA 512. Juste à la longueur estimée, vous allez voir, plus vous allez pratiquer, plus vous serez à l'aise. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les bases, hein, des fonctions de hachage. Je développerai quand on fera du cracking. Donc le MD5 hein, en DevOps, il est pété, d'accord? Mais tu as compris que les fonctions de hachage utilisées pour vérifier l'intégrité des fichiers, des documents, car même une très petite modification du fichier, même infime, va entraîner une modification significative de notre somme de hash, hein, de hachage, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est vraiment les bases. Et le MD5 est obsolète. Tu ne dois pas l'utiliser pour des applications. Hein. On se sert du MD5 pour vérifier l'intégrité d'un fichier qu'on a téléchargé sur Internet, hein, ou l'intégrité d'un certificat, à la limite. D'accord? Donc de même, les hachages, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont été utilisés pour stocker en toute sécurité les mots de passe. Car, en raison du processus de hachage unidirectionnel, que dans un sens, ça veut dire que le hachage ne peuvent pas être inversés. Pourtant, vous savez qu'on peut craquer les mots de passe, même s'ils sont hachés. Alors comment ça se passe? On verra dans d'autres vidéos en plus ample détail comment on arrive à faire ça, notamment via des rainbow tables, hein, des tables arc-en-ciel. Alors, les mots de passe sont relativement sécurisés, hein, même si la base de données est divulguée, on n'aura pas des mots de passe en clair, on aura des mots de passe hachés. Et après, tu vas ajouter du salt in bank, hein, tu vas ajouter un peu de sel dans ta banque, parce que tu es un saltimbanque, et jeu de mots pourri offert, on va ajouter du salt. D'accord? Le sel, hein, on peut l'ajouter. Le sel, c'est quoi? C'est une chaîne fixe que tu vas ajouter une fois que tu as haché. D'accord? Ça va venir encore plus renforcer la sécurité. D'accord? Puisqu'il faudra non pas uniquement pouvoir casser via les rainbow tables, notamment la fonction de hachage, d'accord? Pour revenir au résultat initial, mais il faudra en plus pouvoir calculer le salt, d'accord? Donc, c'est ce qu'on utilise maintenant, c'est des façons modernes, hein, mais je développerai ça quand on parlera du cracking de mots de passe un peu plus avancé, les techniques un peu plus avancées. Donc, lorsqu'un utilisateur crée un mot de passe, il est haché et stocké par l'application. D'accord? Ni plus ni moins. Ça le fait sous Windows, ça le fait sous macOS, ça le fait sous Unix, ça le fait sous Linux. Lorsque l'utilisateur il tente de se connecter, toi, l'application ou le système d'exploitation va hacher le mot de passe que toi tu soumets et le comparer au hachage stocké. C'est pour ça qu'on vous dit, en gros, je n'ai pas ton mot de passe. Je n'ai que quoi? Ton mot de passe stocké via un hashsum.
Hein, je l'ai haché. J'ai utilisé la fonction de hachage. Mais les entreprises, elles te disent, moi, je connais pas ton mot de passe. Hein, j'ai juste ton mot de passe haché. D'accord? Je pourrais éventuellement m'en servir à ta place. Ça, elle te le dit pas. Mais la plupart des entreprises, et c'est vrai, elles ne mentent pas quand elles vous disent qu'elles n'ont pas vos mots de passe. Vos mots de passe, elles les ont sous une forme hachée. Et comme le hachage est unidirectionnel, en théorie, ça ne peut pas être inversé. Après, vous le savez, défaut d'implémentation, défaut de logique. Hein, on a plein de failles inhérentes d'implémentation ou mathématiques qui peuvent nous permettre de casser, d'affaiblir la crypto, le chiffrement, d'accord, ou la fonction de hachage via différentes techniques que je n'aborderai pas là. D'accord? Donc l'utilisateur, il tente de se connecter, l'application est hash le mot de passe, elle le soumet, elle le compare au hash qui est stocké en base de données. Les hash y correspondent, ça veut dire que le mot de passe est correct. D'accord? Donc lors de l'utilisation de cette méthodologie, une application n'a jamais besoin de stocker le mot de passe original, en plein texte, en texte brut. D'accord? Alors, on va faire un peu de hachage dans notre décodeur. Hein. Ça permet de générer des HM, je te le disais, pour des données directement dans Burp Suite. Hein. Mais ça fonctionne à peu près de la même façon que les options d'encodage, de décodage qu'on a vu dans la tâche précédente. Donc on voit qu'on a un paquet d'algo. Je pense qu'il y en a même certaines fonctions de hachage, vous n'en avez jamais entendu parler. D'accord? Celle-ci. C'est rare qu'on les connaisse. D'accord? Le Whirlpool, si tu as fait un peu de CTF, la plupart tu dois les connaître. Si tu t'es attaqué à des systèmes d'exploitation, certains tu dois les connaître. Si tu es un peu DevOps, tu dois en connaître certains, mais pas tous. D'accord? Et encore une fois, la liste est non exhaustive, je pense. Bah lui, il nous dit, écoute, Coco, tiens, je te le passe directement en hexadécimal, tu vois. On n'est plus en texte, il l'a passé en hex, comme tu l'as vu. Ok, donc la sortie de l'algorithme de hachage, ça renvoie pas du texte ASCII, Unicode pur. Donc en tant que tel, on doit prendre la sortie résultante de l'algo et on va à nouveau la transformer en une chaîne en hexadécimal. Et c'est peut-être la forme de hash qu'on connaît, d'accord, qui peut le faire. Donc, dernière étape, on lui demande et on retrouve notre chaîne. D'accord? Donc on voit la transformation. On est parti de MD5 SAM, ça a été transformé ASCII Unicode dur, on passe en hexadécimal, on passe ensuite en ASCII hex et on retrouve ce qui nous intéresse. Ok, donc imaginons qu'on a ça et qu'on nous demande quelle est la somme de hachage. La hash somme de cette chaîne de caractères en quoi? On va lui demander en SHA-256. Il est où mon SHA-256? Voilà, d'accord. Donc on retrouve ça et on convertit et on décode en ASCII-X. D'accord? Je me retrouve avec cette longue chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai converti la somme de hachage SHA-256 de la phrase Let's get hashing, point d'exclamation, en une chaîne de caractères en ASCII-X que vous avez sous les yeux. D'accord? Principe de transformation. Donc, des algorithmes littéralement non sûrs, pas fiables. D'accord? En effet, le MD4, encore pire que le MD5. On peut le taper avec de la collision. D'accord? Principe de collision, c'est un des moyens d'attaque. On parle de collision, attaque par collision. Vous voyez que la première attaque, elle date de 1995. Et casser les courbes elliptiques pour l'asymétrique, typiquement les clés RSA. Ça, c'est la NSA qui s'occupe de ça. Et le CGHU. Et pour nous, commun des mortels, l'attaque la plus facile, c'est la collision. Encore faut-il trouver ce qu'on appelle les IV, les vecteurs d'initialisation. Ça, c'est important aussi. Honnêtement, si j'étais expert en crypto, ça se saurait. Mais vecteurs d'initialisation, c'est quoi ça? Ça a plusieurs sens. Ah, d'accord. Les IV, les IV. D'accord. Initialization vector. D'accord. Bloc de bits combinés avec le premier bloc de données lors d'une opération de chiffrement. D'accord. Manière aléatoire. Certains cryptosystèmes. Vulnérabilité. D'accord. D'accord, avec Zor. Ok.
vulnérabilité. D'accord. Donc, qui trouve les vecteurs d'initialisation peut commencer de l'affaiblissement, notamment par de la collision. D'accord? Donc, faisons un petit exercice. Revenons sur nos clés. Et le Joker, il a foutu le bordel dans mes clés. Je ne sais plus quelle est ma clé. Est-ce que tu peux m'aider à la retrouver? Je sais que la somme de hachage MD5 commence par 3166, finit par D9 F8. Est-ce que tu peux retrouver la clé pour moi? On va tester. Qu'est-ce qu'il y a dans Catin? D'accord, il y a ça. On voit que c'est quoi? Techniquement, c'est une clé. On le voit au header. On a ça, Open Begin, Open SSH Private Key. Et on a ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais calculer, tout simplement, la somme. Qu'est-ce que je peux lui dire? MD5 somme pour key 1. Élévation. Ok. C'est pas la bonne. Key 2. C'est pas la bonne. Key 3. J'utilise, vous l'avez compris, le programme MD5 sum qui est présent. C'est un binaire que vous avez sous Linux. D'accord? Mais ça fonctionne pareil. Et je viens de trouver ce qui commence par 3166. D'accord? Et D9 F8. D'accord? Puisque la quatrième, pareil. Qu'est-ce qu'on a? Ce que je vous disais. Des longueurs de clés, cette fois-ci, qui sont fixes. Pourquoi? Parce que ils font tous la même taille. Pourquoi? C'est une clé OpenSSH privée. Mais le résultat est différent. À chaque fois, la valeur de hash est totalement différente. Ça n'a rien à voir. D'accord? Pourtant, je retrouve la même longueur dans le certificat de la clé privée. Donc, on aurait pu l'intégrer là et lui demander la valeur de hachage MD5. D'accord? Il y a toujours plusieurs façons de faire et pensez que vous avez beaucoup d'algo, justement, que vous pouvez directement appeler. Si je fais un chat, voilà. J'ai quoi? J'ai du chat 1 sum, chat 224 sum, deep, 256 sum, 384 sum, 512 sum, etc., etc. Vous avez des binaires aussi qui font le taf. C'est ce qu'il faut comprendre. Et est-ce que c'est vraiment la bonne clé? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je peux faire? Si c'est une clé privée, qu'est-ce que je peux faire? Sudo chmod, on va lui donner les droits en 600. Chmod 0600 sur keys, key free, pardon. D'accord? Et sudo ssh, quoi? Je peux tenter root sur la machine 10. Et là, tu vas me dire, oui, mais tu connais pas le mot de passe, Saltimbanque. Mais j'ai pas besoin du mot de passe. Je lui dis, tiens, utilise cette clé privée avec le -i et on va utiliser key free. Yes? Denied. Bon, il nous laisse pas nous autoriser. Mais ça aurait dû marcher. C'est peut-être que c'est pas le bon utilisateur. Tu l'as compris. D'accord? Donc ça, c'était le décodeur. Maintenant, on va passer au comparateur, au compareur. D'accord? Techniquement, qu'est-ce que ça fait? Cette fonction vous permet de quoi? De faire une comparaison mot par mot ou octet par octet, au niveau d'un byte ou d'un word, en fonction des différentes données. D'accord? Tu peux charger, copier-coller, ou envoyer de la donnée à partir d'autres outils et sélectionner une comparaison que tu veux effectuer. Alors, comme toujours, sur la gauche, on a quoi? On a nos éléments en cours de comparaison. Lorsqu'on charge les données dans le compareur, elles apparaissent sous une forme de ligne dans des tables. On va sélectionner ensuite deux jeux à comparer. Je vais vous le montrer. Là, on a notre item 1, item 2. Ensuite, en haut à droite, on a les options pour coller les données à partir du presse-papier. Le paste, le load, le lead, le remove. Donc, techniquement, coller, charger des données à partir d'un fichier. C'est le load, qui veut dire charger. On a supprimé, c'est le remove, qui va supprimer la ligne courante et effacer tous les jeux de données, c'est not clear. D'accord? Enfin, en bas à droite, on a la possibilité de comparer nos ensembles de données par des mots ou des octets. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ces deux boutons qu'on va utiliser en finale pour comparer les données qu'on a sélectionnées. Donc là, je vous mets un exemple en capture d'écran. He suffered in his spirit on the white sea. D'accord? On voit qu'on a on white space D et sur l'autre,
côté droit, on voit qu'on a le on the, hein, il n'y a pas l'espace, d'accord? Et on voit au niveau de la longueur, on a quoi? Côté droit, on a un length de 305, d'accord? Alors qu'on est en 306 de l'autre côté. Ça veut bien dire qu'il y a un caractère qui a été omis, d'accord? 306 moins 305, 1. Donc on a une différence de 1, c'est ce qu'on peut voir là, d'accord? Ensuite, si on regarde en rouge, les données comparées occupent la majeure partie de la fenêtre, comme je vous disais. Ils sont affichés au format texte ou hexadécimal. Le format initial est déterminé par le fait qu'on choisisse de comparer par mot ou par octet, hein, dans notre fenêtre précédente. Et ça peut être écrasé en utilisant les boutons au-dessus des boîtes de comparaison. D'accord? Ensuite, on a quoi? On a notre 2 tout en bas, hein, en orange, bleu, et jaune. Ce sont les clés de comparaison qui se trouvent à gauche et elles montrent les couleurs désignant les données qui ont été modifiées, supprimées, ajoutées entre les deux ensembles de données. Et enfin, on a le 3, le Sync View, hein, qui est en bas à droite. Synchroniser les vues, littéralement, cette option, ça va nous permettre d'avoir les deux ensembles de données qui vont synchroniser les formats. C'est-à-dire que si vous modifiez l'un d'eux en vue hexadécimale, l'autre fera de même, d'accord, pour correspondre. Ça va s'adapter. Et on nous donne ensuite le nombre total de différences trouvées dans le titre de la fenêtre. Qu'est-ce qu'on a vu? On avait 305 d'un côté, 306 de l'autre, d'accord, au niveau de la length. Et donc, une différence. Alors, vous allez me dire, ouais, t'es gentil, mais ça sert à quoi? Bah, je t'ai dit qu'on peut envoyer, récupérer des données sans servir, d'accord? Il y a de nombreuses situations où on aura la possibilité de comparer rapidement deux données. On va faire ce qu'on appelle des diffs. Hein, vous le savez, vous avez quoi? Vous avez diff aussi, hein, vous pouvez l'utiliser. Diff, il est super intéressant. Un peu comme on fait un diff, hein, sur les commits de GitHub, et on voit les différences, hein, des montées de version qui ont été faites, hein, au niveau des commits, quelles sont les lignes qui ont été modifiées. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais te montrer. Je peux sudo copier le key4, d'accord, en key4m comme modifié, d'accord. Je vais modifier key4m et on va faire une diff, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste cette différence, j'enregistre. Maintenant, je vais lui dire diff, quoi? Key4 avec key4m. Pas les droits, c'est normal. D'accord? Et donc là, c'est dur à interpréter, hein, mais grosso modo, un C1, il te dit, écoute, tu vois ce qu'il y a là? Ben en fait, c'est ce qui manque ici. Avant, quoi? Le signe et le beginning. Et en effet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé 1, 2, 3, 4 et 5. La preuve en est, je réédite, sudo nano, je rajoute 1, 2, 3, 4, 5 caractères, on refait notre analyse, aucune différence. Ok? Pas de diff. D'accord? Donc ça, diff, vous allez vous en servir aussi quand on commence à travailler en bas niveau, quand on fait du forensique et tout ça. Ok, donc ça c'est cool. Mais nous, ce qui nous intéresse, on a dit que toutes ces techniques, c'est pour quand on fait des attaques sur une application web. Hein? Imagine que je fasse une attaque de force brute sur une connexion où je vais faire du credential stuffing. Hein, avec Intruder, hein, du bourrage d'informations d'identification, comme on l'appelle. C'est une attaque, je te laisserai aller voir. Hein, va voir sur Google, n'aie pas peur, il n'y a pas de honte. Moi-même, tu sais que je suis un grand ami de Google, mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être ils l'ont aussi. Hein. Credential stuffing, ah, c'est une attaque ça? Ah ouais, c'est une cyberattaque, merde. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux ce que me dit Saltamok. D'accord? Je te laisserai aller regarder. Donc, je te disais quoi? Parce que je suis en train de me distraire tout seul. Ça, c'est le fait de faire des nuits blanches. Donc, ouais, on va pouvoir comparer deux réponses de longueur différentes pour voir où se situent les différences. Et si il y a une différence, c'est peut-être qu'il y a une connexion réussie. Je te donne toujours l'exemple avec Burp, avec Intruder, pardon. Enfin, avec Burp en utilisant Intruder. Au niveau de la length, tu peux avoir l'application web qui va te feinter. Hein, elle te mettra pas quoi? Les codes HTTP 200, c'est bon, ok, ou 300 redirection, ou 400, 404, hein, 405, 402, 403, d'accord? Elle va pas te les afficher parce qu'elle sait que le développeur sait que Toto le hacker, grâce à ses codes d'erreur,
il peut se faire déjà une idée de la réponse. Donc, il va essayer de te feinter. Il va dire, bah écoute, tu ne montres pas à l'utilisateur le code d'erreur. Comme ça, il ne saura pas. Hein, si tu m'affiches un code 404 sur une ressource, je sais que cette ressource n'existe pas. Si tu ne mets pas le message d'erreur, eh ben, je vais douter. Peut-être que le fichier il est bien présent, peut-être qu'il ne l'est pas. Et du coup, ça va compliquer la tâche pour un pirate. Tu comprends? Comment je sais ça? Ben, on peut pousser n'importe quel système. Ok? Credential stuffing. Ok, je cherche maintenant, moi, je suis en train de faire de la reconnaissance sur Wikipédia. Je vais chercher ce fichier. Bon, tu vois que là, j'ai pas de message d'erreur. Il me dit juste, il est cool, il me dit, écoute, il n'y a pas d'article avec ce nom. D'accord? Mais je peux aller, imagine que je cherche un truc qui s'appelle top secret, quoi. Carrément. Page not found. Tu vois? Donc là, tu vas me dire, ouais, mais ça, je le vois tous les jours. Ouais, mais c'est comme ça qu'on va savoir que, tu vois, il n'y a pas d'arborescence top secret, qu'il n'y a pas d'arborescence top secret 1. D'accord? Et peut-être après, je vais énumérer 2, t'as compris, après 9999, et peut-être que page not found, eh ben, ok, je sais que ça n'existe pas. Si tu ne mets pas de message, c'est plus compliqué. Alors, où je veux en venir? Revenons à notre serveur. On a vu qu'on a notre 10.10 bastion haute. Ok. On va aller dans le support. Et dans le support, tu vois qu'il y a quoi? Il y a ça, pas de problème, pour gérer un ticket, mais c'est pas ça qui m'intéresse en fait. Je veux quoi? Tu vois, 404. Ah, je sais qu'il n'y a pas un login étoile. Ah, 200, ok. Je sais qu'il y a bien une mire de connexion. D'accord? Et c'est comme ça que vous pouvez énumérer avec Dearbuster, GoBuster, Fuff, hein, et tant d'autres. WFuzz. Voilà. Hein, c'est les bases. C'est vraiment les bases. Donc, on va se lancer une interception. Ok, je vais vite fait récupérer, définir le proxy. Ouais. Donc, j'ai réinstallé mon Kali. Donc, il me faut... On va prendre Foxy Proxy. Standard, recommandé, ce que vous voulez. Peu importe. On l'ajoute. D'accord. Je vais passer en mode redirection option. On va se créer un nouveau profil. Je vais l'appeler proxy burp. On le passe tout le temps sur quoi? Sur le port. C'est quoi? HTTP, HTTP, SSL. Restez calme pour l'instant. Restez en HTTP pour commencer. Toujours sur le localhost, donc le 127.0.0.1 ou le 0.0.0, et on utilise généralement le port 80.80. Hein, dans Burp Suite, tu peux aller voir quoi? Tes configurations. Si tu as des doutes, tu peux aller voir. Hein, option, c'est bien ça. D'accord? Donc on fait correspondre, et c'est comme ça qu'on va pouvoir maintenant intercepter. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je lui dis ok, super, je vais lui mettre une couleur sombre, qu'on s'en rappelle. Save. Voilà. Et maintenant, on devrait avoir turn off ou proxy burp. Ah ouais, mais non. Donc, on va le mettre en vert. Ok. Il est en vert. Donc là, il est actif. Là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il est actif. Je vais tester Toto. Toto. Ok, donc on voit que c'est pas le bon. Mais en même temps, c'est normal. Le proxy, il est quoi? Il est pas en mode interception. Ah si. Intercept is on. Voilà, là, il intercepte. On recommence. On va intercepter. Ça mouline, c'est normal. On est passé là-dessus. D'accord? Et ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire un clic droit, faire repeater pour répéter. Hein, je vous redirigerai vers les vidéos qu'on avait déjà faites. Je suis dans repeater et on va lui demander de tester et de voir un petit peu les différences éventuelles. D'accord? Alors, là, je suis gentil. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans le répéteur, je les connais en fait. Hein, je ne vais pas lancer une attaque, c'est juste pour vous montrer la longueur de length. La longueur, littéralement, length en anglais. Si je lui mets, imaginons que ce mot de passe, ça soit le sien. D'accord? W58 YSK4W. Et c'est pas Toto, vous l'avez compris. On remplace les deux variables, hein, valeur clé, username est égal à support admin en fait. Donc est égal à support admin en fait, et on a changé la valeur. Si je l'envoie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois techniquement? Imaginons. Je lui dis quoi? Send to comparer? Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit écoute, là tu as une length de 592. Ok, c'est le premier. Toto, je remets en arrière, pareil, je l'envoie.
ça, tu me l'envoies au comparateur. Et le comparateur, il dit quoi? Bah, il te dit, regarde, il y a une longueur. D'accord? Et c'est comme ça que je sais. C'est comme ça que je sais pourquoi je sais ça, parce que je peux aller dans Intruder, lui dire, écoute, ok, pas de problème, tu sais quoi, je vais te faciliter un peu le travail, hein, password, pas de problème, par contre, ça, je le sais, t'as pas besoin de le mettre, je sais que c'est pour vous montrer, vous inquiétez pas. En principe, on travaille sur les deux. On fait un dictionnaire d'utilisateur, un dictionnaire de mots de passe. D'accord? Et je vais lui dire, ok, tu travailles sur Toto, et Toto, tu vas le remplacer et itérer. Hein, on va faire une boucle itérative, plus un, plus un, plus un. Et à chaque plus un, tu vas modifier Toto par une valeur que je vais te donner dans un dictionnaire. Ok? On vérifie bien, on est en payload 7, en simple list. Je vais créer moi-même la liste. D'accord? On teste le premier, Toto. Ça, on l'a vu. Je l'ajoute. Je vais lui mettre Tata. Je vais lui mettre Titi et je vais lui mettre le vrai mot de passe. Et on va voir la longueur, que vous compreniez bien. Ok, donc ça sera le dernier le bon, hein, si tu as suivi un peu ce que je te dis. Voilà. Tu vois que je me fais baiser par l'application. Elle me feinte. Elle me dit, ah, redirection. Hein, puis c'est le message qu'on voit. Hein. C'est le message qu'on voit là. Il me dit quoi? Il me dit, hey Coco, tiens, regarde dans le répéteur. Quand tu fais un render, il me dit, ah, si tu cliques pas là-dessus, hein, tu vas être redirigé. Hein, redirecting. Hein. D'accord? Donc c'est bien ça. Hein, il me dit, écoute, Coco, t'es gentil, je te donne que du 302. Donc là, tu vois, tu peux pas dire, ah ouais, j'ai un code 200, c'est bon. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? Tu t'en fous de ça. T'en as pas besoin. Ce qui nous intéresse, c'est la length. Tu vois qu'ils font tous 673, sauf le bon mot de passe qui lui fait 592. Et si tu as suivi ce que je te dis, et j'espère que c'est le cas, que je perds pas mon temps, 673, 592. Incroyable. 673, 592. D'accord? Donc, super utile. D'accord? Parce que, alors bien sûr, quand tu lances une attaque, tu vois, t'as pas besoin du compareur. Mais le compareur, des fois, tu peux t'en servir, tu vois, dans tes requêtes, directement, tu vois. Si tu lances une attaque, bien sûr, va tout de suite, le premier truc que tu fais quand tu lances une attaque, c'est tu vas filtrer automatiquement au niveau des lengths. Et celui qui va ressortir, il peut y avoir des faux positifs, mais généralement, celui qui ressort, c'est le bon mot de passe, c'est le bon payload qui a fonctionné. Pourquoi? Parce que le payload, c'est un string W58YSK4W en respectant la casse, c'est bien le mot de passe de l'utilisateur. D'accord? Donc ça, c'est important de bien comprendre. Et après, je peux te montrer. Je peux te montrer qu'est-ce qu'on a vu. Support admin. Et en effet, on a vu que c'est W58YSK4W. Je coupe burp, hein, j'en ai plus besoin. Sinon, bah, ça va faire bugger. Je me connecte et comme par magie, bah ouais, c'est le bon mot de passe. Incroyable. Et c'est bien lent. Invalide. Ah ok, il l'a pas pris. Voilà, c'est bien ça. D'accord, on est passé admin. D'accord? Donc voilà, des exemples simples hein, de comment et pourquoi utiliser, on l'a vu au début, notre ami le décodeur, on a vu le comparateur, maintenant on va passer au dernier, c'est notre séquenceur. Alors, le séquenceur, c'est l'un des outils qui est rarement utilisé dans les CTF hein, et dans d'autres environnements de lab. Hein. Encore une fois, je vous ai dit dans la vraie vie, ce que vous faites, vous pouvez être très bon à faire des CTF. C'est pas ça qui fera de vous un bon pentester. D'accord? Et à l'inverse, des fois, vous pouvez être un bon pentester et comme vous pratiquez jamais les CTF, vous pouvez galérer aussi. Hein, ça existe. Ça va dans les deux sens, j'ai envie de dire. Même si, généralement, la deuxième, c'est plus rare. Donc, en bref, séquenceur, ça nous permet de mesurer l'entropie. Hein, l'entropie, c'est l'aléatoire. Tout simplement. C'est le caractère aléatoire, en d'autres termes, de nos tokens, de nos jetons. Hein, vous savez qu'on a des chaînes qui sont utilisées pour identifier quelque chose. Hein, et ces chaînes, ça peut être des mots de passe qui sont stockés dans un fichier qu'on appelle un cookie ou un token. D'accord? Ça permet de générer et de stocker, d'identifier quelqu'un de façon cryptographique et sécurisée.
tu enregistres ton mot de passe, il y a un token dans ton navigateur ou un cookie, et tu vas plus avoir besoin de te connecter à ton compte YouTube. Tu ouvres ton navigateur, ça ne demande pas ton mot de passe parce que tu t'es déjà enregistré, tu as déjà rentré ton mot de passe et le token ou le cookie de session, il est valide pendant un certain temps. D'accord? Comment je sais ça? Bah là, je me suis connecté sur cette page, sur support, à cet endroit précis. Qu'est-ce que fait mon navigateur? Il stocke. Encore une fois, je t'ai montré la partie network. Allons dans la partie storage. Et tu vois bien que j'ai mon cookie de session. D'accord? Donc, qui vole ça, vole quoi? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Et tu crois que ça marche vraiment, ça? Bah ouais, il y a peut-être moyen que ça marche. Et ça serait complètement dingue. Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Du cookie forgery. Qu'est-ce que je peux faire? Du cookie forgery? Tu crois que ça marche? On peut tester. Qu'est-ce que je peux lui dire? Écoute, tiens, quelle est techniquement la différence? C'est que je n'ai plus le cookie. D'accord? Et je suis redirigé vers support login. Comment je peux feinter le système? Peut-être. Je sais pas si ça va marcher. Je peux lui dire, écoute, tu vas aller sur support, comme si j'étais connecté. Je vais te créer un nouveau cookie. Session. Ok. Name, ça dégage. Session. Je copie. Je vole son cookie. D'accord? Je l'ai exfiltré, imaginons, sur mon serveur. Je mets la bonne value. C'est bien quoi? La bonne adresse. Date de validité HTTP only. On est quoi? Sur du 90, 19 janvier, ça je vais laisser. 43 false, none et 18 janvier. Si je fais ça maintenant, là, le cookie, il a été modifié. D'accord? Je ferme ça, je recharge la page avec F5 et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai volé le cookie. Le cookie, il marche. C'est comme ça que les pirates, s'ils volent vos tokens, si jamais ils volent vos cookies, ils peuvent se connecter à ta banque. Ils peuvent se connecter à n'importe quoi. Hein, dernièrement, on a une entreprise américaine. Qu'est-ce qu'a fait le pirate? Il a volé un cookie sur un des PC portables de l'entreprise. Je citerai pas le nom de l'entreprise qui s'est fait pirater. C'est dans les journaux. Vous pouvez chercher grosse boîte américaine. Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exfiltré le cookie. Il a ouvert son navigateur. Il a fait un cookie forgery. Il a créé le cookie. Et il s'est connecté au site. Et incroyable. À partir de sa machine, qui était en dehors de l'entreprise, qui n'était pas connue des systèmes de défense, de l'authentification, de la sécurité de l'entreprise, eh ben on a cru que c'était le PC portable du salarié et on lui a pas demandé le 2FA. Il a contourné la double authentification. Et c'est comme ça qu'il a réussi à accéder au compte. À partir de son ordinateur, il a fait une escalade de privilèges, il est devenu domaine admin et il a poutré l'entreprise. D'accord? Donc c'est extrêmement sensible. Hein. C'est des failles. Encore une fois, un cookie forgery. Et vous savez, hein, je vous le dis toujours, avec quelques lignes de JavaScript, on peut exfiltrer vos cookies. Donc, si tu as le JavaScript activé par défaut, tu vas sur des sites chelous de hackers, parfois même, je te dis, des sites qui t'expliquent les workflows de CTF, tu peux te faire voler tes cookies et on viendra usurper ton identité. Hein? Et si le 2FA peut être contourné par cette technique, on le contournera. S'il y a du 2FA, heureusement, ça te sauvera. D'accord? Puisqu'il ne pourra pas s'authentifier. On lui demandera un code à nouveau. Mais des fois, non. Ça dépend encore une fois comment est implémentée l'authentification au sein des applications. Et là, l'application qui gérait l'entreprise, visiblement, le 2FA, si le token était valide, il n'y avait pas besoin de quoi? De s'authentifier. D'accord? Donc, je vous rassure, ce n'était pas un cookie comme ça. C'était un token YubiKey. Il a volé la YubiKey et il y avait une clé sauvegardée, en fait, une empreinte. Et c'est ça qu'il a rapatrié sur son ordinateur, le pirate, pour pouvoir accéder à l'entreprise. Et grâce à ça, il a contourné le 2FA. D'accord? Voilà. De toute façon, quand vous serez de très bons hackers, vous verrez qu'il y a moyen de contourner le 2FA. Donc, je t'ai parlé des jetons. Où je voulais en venir, c'est qu'on va pouvoir souhaiter analyser le caractère aléatoire d'un cookie session ou d'un jeton CSRF, un cross-site request forgery.
qui protège en principe une soumission de formulaire. Hein, tu sais que tu as des headers d'ailleurs, HTTP only, secure, tout ça, ça va nous permettre d'empêcher des attaques intersites et parfois du cross-site scripting, d'accord? Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de sécurité, mais il s'avère que les jetons ne sont pas générés en toute sécurité et donc on peut prédire les valeurs des jetons à venir. Là, je t'ai fait du copycat. Hein, j'ai copié le jeton, le token, là en l'occurrence le cookie, et tu vois que ça fonctionne à l'identique. Donc on va retourner sur notre séquenceur que vous compreniez bien. Donc séquenceur, et on se retrouve avec cette fenêtre. Première fenêtre, c'est le live capture, le token location response et le live capture option. Donc le live capture, c'est qu'on va capturer en live, hein, en temps réel, les options ici. Hein. Ça, c'est au niveau du jeton, du token. Hein. Est-ce que c'est un token? Est-ce que c'est un cookie? Est-ce que c'est dans un formulaire, etc., d'un champ? Bref, tu as compris. Hein. Au sein, within response, au sein de la réponse, hein, la localisation, et ensuite la requête en soi. D'accord? Donc, la capture en direct. Comment ça marche? On va dire qu'on a deux méthodes d'analyse de jetons avec le séquenceur. On a la capture en direct et le chargement manuel. Alors, quelle est la différence? Vous allez me dire. Le live capture, c'est celle qui est par défaut dans séquenceur. Hein. La capture en direct, ça nous permet de transmettre une requête à séquenceur et nous le savons, s'il va créer un jeton, il va l'analyser. D'accord? On peut souhaiter transmettre une requête post à un point de terminaison de connexion dans séquenceur et nous savons que le serveur va répondre en donnant un cookie. Une fois la requête transmise, on peut demander à séquenceur de démarrer en capture en direct, un live capture. Il va effectuer automatiquement les mêmes requêtes des milliers de fois. Il va stocker des milliers de fois des échantillons de jetons générés pour l'analyse. Une fois que l'analyse est faite, on a accumulé suffisamment d'échantillons pour que, de manière quoi? Probabilistique, déterministique, hein? Je sais pas, j'ai pas fait de mathématiques. Je sais même pas si c'est dans le dictionnaire français. D'accord? Mais on pourrait arrêter séquenceur, lui dire, vas-y maintenant, t'as assez de jetons. Et pourquoi j'entendais une méthode probabiliste? Parce qu'en mathématiques, c'est quoi? C'est récupérer, démontrer l'existence d'un type donné d'objet mathématique. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer suffisamment d'échantillons sur une population, d'accord, pour déterminer l'existence via des probas de la bonne solution. D'accord? Donc encore une fois, hein, je suis pas un matheux, hein. Peut-être je raconte de la merde, c'est fort possible. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que tu captures des milliards d'échantillons dans une population d'échantillons et à partir de là, tu peux trouver la solution. Et je t'ai dit, t'as, par opposition, par dichotomie, on a la capture en live et on a le manual load. Hein, donc le chargement manuel, lui, va nous permettre de charger une liste d'échantillons de jetons pré-générés directement par le séquenceur pour l'analyse. Et l'utilisation du chargement manuel, ça veut dire que nous n'avons pas à faire des milliers de demandes à notre cible. Pourquoi? Parce que c'est bruyant, gourmand en ressources et bruyant au niveau du bruit du réseau. D'accord? Plein de requêtes, des milliers de requêtes pour pouvoir trouver peut-être éventuellement la solution. Ça signifie qu'on va obtenir une grande liste de jetons qui sont pré-générés. Et ça, c'est le pied. Revenons à notre proxy. Interception. Je relance. D'accord? Je vais plus dans support. Là, je vais aller dans un autre endroit qui s'appelle admin login. C'est la mire de connexion pour l'administrateur. Ok, nouveau truc. Je passe en mode intercept. Parfait. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, ce que tu veux, on s'en fout. J'intercepte. Donc, une fois que c'est intercepté, je lui dis envoie au séquenceur. On se retrouve dans le séquenceur et vous voyez que maintenant c'est apparu ici. Alors, on peut noter l'emplacement de jeton, hein, du cookie qui est ici. On a la possibilité entre cookie, champ de formulaire, emplacement personnalisé. Et dans ce cas, on va tester le login, hein, token, et voir si ça fonctionne. Pourquoi? Pour notre champ de formulaire. Donc, j'ai le session qui est généré. Vous voyez que là, je suis en train de générer, hein, par exemple, un nombre de réponses, de requêtes. Je peux lui dire, par exemple, stop. Et je peux lui dire d'essayer d'analyser. D'accord? Et là, il va nous calculer l'entropie effective, le nombre de bits par entropie. Et là, on n'a pas assez de samples, hein, tout simplement. D'accord? Le bit level, l'analysis et tout ça. Donc ça, on verra. C'est plus compliqué. Donc si je reviens, tout simplement parce que c'est pas ça que je veux. Ça, je le forward. Forward. Je peux quoi? Je veux juste la page.
Ok. Et là, tu vois, ah, intéressant. Là, je récupère le souci, le cookie de session. Je l'envoie au séquenceur. Je reviens dedans. Incroyable. Maintenant, tu vois qu'on a notre form field avec le login token dont je te parlais. D'accord? Donc, si tu fais pas ça, tu peux pas le récupérer. Ça ne peut pas marcher. Donc, je me concentre sur un champ de formulaire, mon form field, avec le login token qu'on a extrait de la requête initiale vers le serveur. D'accord? On a intercepté les communications. On lui a dit, attends, tu mets les communications en attente et maintenant, je vais te dire quelle attaque on va faire. D'accord? On a notre nouvelle fenêtre, on fait la capture en direct, on voit combien de jetons on a capturé jusqu'à présent, et il nous faut un nombre raisonnable de jetons, 10 000, ça devrait être pas mal. Et plus on a de jetons, plus l'analyse est précise. Plus tu génères de jetons en start live capture, en temps réel, plus tu vas te faire griller. D'accord? Donc, à toi de trouver le bon truc. Donc là, on est à 1007, 1008. Je vais le monter à plus de 10 000 et je vous reprends tout de suite. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout à fait mettre sur pause, demander une analyse, et si l'analyse n'a pas assez, au niveau de la... je peux reprendre. D'accord? Ça, c'est un des avantages. D'accord? Ne faites jamais stop. Mettez tout le temps sur pause. Ça va vous permettre de reprendre la capture ouverte. Et si le rapport ne dispose pas de suffisamment d'échantillons pour calculer l'entropie du jeton avec précision, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas grave, tu résumes. Ok? Tu repars, on repart à 10 000. Et ça nous permet de faire pas mal de choses. Donc techniquement, on veut recevoir les mises à jour périodiques sur l'analyse. On peut cocher analyse automatique. C'est ce que je viens de faire. Ça va demander à Bird d'effectuer l'analyse d'entropie toutes les 2000 environ. C'est ce que tu peux faire là. Là, c'est next 7000. Tu vois, donc là, bientôt à 7000, il va lancer un nouveau calcul de l'entropie. Et tu vois que petit à petit, on a quoi? Eh ben, on a notre niveau de confiance va augmenter au fil du temps. Et ça, c'est vachement bien cette option parce que plus il y a des mises à jour fréquentes qui deviendront progressivement plus précises à mesure que davantage d'échantillons seront chargés dans séquenceur. Les prochaines à 9000. Et on va voir. On va voir number of bits of entropy, le nombre de bits d'entropie qui vont évoluer. D'accord? Donc, prochain, 10 000. C'est ce qu'on avait dit. Et puis, si ça n'évolue pas, c'est que on a trouvé à peu près les corrélations. On voit que au niveau du test de corrélation, au niveau de nos bits, on est sur 127. Et on voit que ça n'évolue plus que très peu. Alors à ce stade, soit vous continuez, vous générez encore du bruit sur le réseau et vous allez vous faire détecter, soit vous pouvez décider de copier, d'enregistrer les jetons capturés pour une analyse plus approfondie, ultérieure. D'accord ? Donc là, ça a généré, je peux le mettre en pause, vous l'avez compris. Automatiquement, ça a fait un dernier. On va s'en faire un dernier pour la route. Voilà, d'accord. Donc on est sur un niveau d'1%. On le voit ici, c'est 7 barres. Et on voit nos nombres de bits par entropie. On est sur une valeur de 109, d'accord, juste avant le 110. Donc ça nous dit, la représentation graphique, en fait, nous montre le nombre de bits d'entropie effective, avec chaque niveau signifiant, basé sur tous les tests qu'on a pu faire. Chaque niveau de signification, de confiance, définit un minimum en termes de probabilité qui va être observé sur le sample, qui devient de façon récurrente et qui est généré de façon aléatoire. Donc cette probabilité peut être observée au niveau des résultats si jamais elle tombe en dessous d'un certain seuil. D'accord? L'hypothèse est que le sample est généré de façon aléatoire et qu'au bout d'un certain moment, il va devenir rejeté. Il va être rejeté. D'accord? Donc en utilisant un niveau de confiance moindre, ça signifie qu'on a de plus fortes preuves qui nous permettent de définir l'hypothèse que le sample est bien aléatoire et donc on accroît de facto la chance d'avoir des données non random, non aléatoires qui seront traitées de façon aléatoire. D'accord? Donc il nous dit reliability au niveau de la confiance. On voit qu'on a eu 11 315 tokens. D'accord? Et donc très 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 bonne au niveau de la fiabilité de notre test. D'accord? Donc c'est des tests statistiques. C'est ce qu'ils vous disent là. On observe des probabilités. Comment la donnée est aléatoire ou non.
Et si la donnée non aléatoire peut être traitée en tant qu'aléatoire, en fonction du significance level. Hein. Au bout d'un certain temps, il va être rejeté, et c'est ce qu'on a vu. Hein. Ça a évolué, les premières barres. Celles-ci, elles ont que très peu changé. Et à celle-ci, elle s'est adaptée. Petit à petit, celle-ci aussi un peu, mais c'est le 1%, et on a vu on oscille entre 109 bits, 112, 111, 110, 109. Et après, on voit que j'ai beau continuer, hein, résumer, ajouter de nouveaux tokens, voilà, 11 500, analyser à nouveau, je vais rester à 109. Là, on est à 111 bits. Voilà. Bon, il y a une variation de quelques bits, vous voyez, mais ça reste encore très bon. Et on a, du coup, quoi? On a la longueur du token. On sait qu'il fait 32. D'accord? Donc pareil, si vous avez une bonne bécane, vous pouvez augmenter le nombre de Fred. Pareil, au niveau de la bande passante, mais trop de Fred, tu sais, faux positif, encore plus de bruit, et ça va générer des problèmes. D'accord? Donc en manuel, tu as bien compris que on aurait récupéré ce que j'aurais enregistré dans le live capture pour plus tard et pouvoir l'analyser à nouveau. D'accord? Mais là, j'en ai pas. D'accord? Et donc il faudrait que je les charge. D'accord? Ou tu peux faire l'attaque en 2 fois. Hein, tu l'as bien compris, ou tu peux intercepter en même temps que tu communiques avec le serveur. Bref, il y a des techniques, mais là on rentre dans les techniques avancées, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Et pourquoi je te disais que c'est bruyant, tu vas le voir. On va se lancer un petit Wireshark. D'accord. Et je vais lui dire, ok, start live capture en forme full, c'est parti. Et là, tu as compris que c'est la fête du slip. Voilà, donc son de réseau, tu vas te détecter. Qu'est-ce que tu vois? Push, sin, hack, fin, hack, login, push, fin, hack, sin, hack, push, sin, hack, fin, hack. Pourquoi? C'est en train de tester. Tu vois? Et ça, c'est des motifs récurrents. Et ouais, bien sûr, tu vois le nombre de bruits que tu viens de générer. Là, on a fait quoi? Je stoppe. On a fait quoi? Je stoppe. 30 secondes. À vue de nez. Combien de paquets qui ont été générés? 89 286. Au niveau de la trame, là, je suis à combien? C'est ma trame, ma frame, c'est ma 74 093. D'accord? Et en termes de paquets, on est au 89 millième 286 paquets. Qu'est-ce que je vous ai dit? On peut se focaliser sur le TCP. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder des trucs un petit peu intéressants. Ok, je vois mes fins, je vois mes hacks. Qu'est-ce que je peux faire? Faire un follow stream. Suivre? Flux TCP, ça dit qu'il y a un client qui essaye de se connecter à un serveur, d'accord, et qui génère des choses un petit peu bizarres avec un cookie, d'accord, déjà dans le formulaire, et il teste. Donc voilà, tu vois, tu vois tous les admins en plus, login. Donc là, je veux dire, il n'y a même pas besoin de flux HTTP cette fois-ci, d'accord. Chaque fois, on a le code source. Pourquoi? Parce qu'on essaye. 200 OK ou pas. Tout va dépendre. Et on voit que des 200 OK, on a quoi? Au bout d'un moment, peut-être on en a un, mais il n'y en a pas 50 000. Tu vois, si je regarde encore une fois mes lengths, tu vois que le 72, 200 OK, il apparaît qu'une fois. C'est le seul. Après, ils ont tous une longueur différente. Donc voilà, c'est vraiment les bases. Sur l'analyse, la capture en direct, je vais terminer sur notre analyse. Donc si je reprends, là on est sur du 103 bits, que vous compreniez bien ce principe. C'est que Burp effectue des dizaines de tests sur les échantillons de jetons qu'il a capturés. D'accord? On n'examine pas tous ces éléments parce qu'il faudrait beaucoup plus qu'une seule tâche pour le faire. C'est très intensif en mathématiques de séparer chaque technique. Donc on se concentre sur le résumé généré, d'accord? Parce que, encore une fois, si on doit parler en termes mathématiques, moi ça me dépasse et c'est vachement technique, intensif, et il faudrait, comme en algo, décomposer toutes les étapes mathématiques pour arriver à ce type de calcul. Et l'entropie, c'est pas pour les petits joueurs. Donc moi je suis un petit joueur, c'est pas moi qui vous parlerai de ça. D'accord, mais je peux vous résumer. Si on doit résumer, vous l'avez compris, c'est qu'on va étudier donc les résultats par nous-mêmes, grâce quand même au résumé qui est généré. Ça donne un point global, l'entropie effective, une analyse de fiabilité des résultats et un résumé de l'échantillon qui a été prélevé.
D'accord? Donc collectivement, ceux-ci seront suffisants pour déterminer si le jeton est généré en toute sécurité ou non. Cependant, dans certains cas, nous devrons peut-être examiner directement les résultats des tests et cela peut être fait avec des onglets analyse au niveau des caractères et analyse au niveau des bits. D'accord? Ici et ici. D'accord? Et vous avez plein d'autres options. D'accord? Donc là, on commence à partir vraiment très loin au niveau des probas. De l'entropie et des mathématiques et je ne suis pas mathématicien donc voilà hein, mais on a différents types de conversion de polarisation de bits pour essayer de comprendre l'entropie hein. De toute façon l'entropie me permet de savoir si c'est de l'aléatoire ou du non aléatoire et grâce à l'entropie je sais si ça a été modifié, tempéré, si ça a été haché, si ça a été encodé, si ça a été crypté, décrypté. D'accord? On va faire très simple, je vulgarise au maximum. Donc encore une fois, hein, c'est une salle réservée aux débutants. Prochaine vidéo, comme l'a demandé notre ami, je pense pas que je la ferai ce soir parce qu'il se fait tard. D'accord? Donc voilà, moi je vais conclure là-dessus. J'espère que vous avez encore une fois appris des choses hein, et comprendre, voilà, grâce à mon entropie, hein, si je dois résumer ça, 103 bits, hein, ça va me donner un niveau de confiance. Je connais pas les profondeurs mathématiques, mais je sais qu'au niveau de mon analyse statistique, j'ai une forte probabilité, 1%, d'être incorrect sur la base de données fournie. D'accord? Burp, il a calculé l'entropie effective de notre jeton, qui devrait être d'environ, on l'a vu, variation, là 103, tout à l'heure 109, 111 bits. D'accord? C'est un excellent niveau d'entropie à avoir dans un jeton sécurisé. Bien qu'il faille noter qu'il est impossible de dire avec une assurance absolue que ce calcul est entièrement exact, simplement en raison de la nature du sujet, et même en mathématiques, vous savez qu'on peut se tromper. D'accord? On fait des approximations. Mais là, bah, pas de chance. Oui, il est sûr. D'accord? Donc autant je t'ai montré du cookie forgery, mais je pourrais pas te montrer comment le casser. D'accord? Parce qu'il est là, il est sûr. Si jamais il n'était pas sûr, on aurait pu, vous l'avez compris, grâce à cette analyse, commencer à lancer une attaque pour essayer de se forger de toutes pièces le token, le jeton, le cookie. Donc le décodeur, le séquenceur, le comparateur, vous les connaissez pas trop parce que vous n'avez pas tendance à les utiliser. Hein. Vous utilisez le proxy, le répéteur, l'intruder, l'intrus, hein, mais c'est des outils très utiles et vous allez les utiliser après quand vous allez travailler dans le métier parce que, encore une fois, en CTF, on fait pas tout ce qu'on fait en pentest. D'accord? C'est une mise en bouche. C'est pour vous préparer au métier. D'accord? Mais c'est pas parce que tu feras des milliards de CTF que tu auras toutes les connaissances sur les outils et les capacités d'être un bon pentester. D'accord? Mais en tout cas, c'est sûr que 100% des bons pentesters, pas des gens comme moi, ont fait beaucoup de CTF pour devenir bon. Ça, il n'y a pas de secret. Moi, je vais reprendre les CTF avec vous. Hein, je dois réviser mes cours. Vous le savez, mais j'ai des machines à préparer pour l'OSCP. On fera des machines très faciles pour les gens qui débutent, hein, qui n'ont pas envie de se casser la tête sur un CTF de 2 heures parce qu'ils ne comprennent pas. Et tu feras comme moi, copain, il y a 10-20 ans. Hein, je comprenais rien et je suis revenu sur des sujets et j'ai compris. Et il m'a fallu, sur certains sujets, 3-4 ans, hein, que je devienne plus vieux, plus mature. Des conférences de hackers d'il y a 15 ans, je comprenais rien. C'était du chinois. Maintenant, je sais de quoi ils parlent parfaitement. Et je comprends les techniques qu'ils utilisent pour faire les hacks. Mais il s'est passé combien de temps? J'ai lu combien de livres? J'ai passé combien de temps à défoncer tout ça? Beaucoup de temps, d'accord? Eh ben toi, il te faudra soit un certain temps, soit beaucoup de temps. Si t'es lent, si t'as un petit cerveau comme moi, et pas que, eh ben voilà, il faudra un certain temps, il faut que tu te donnes à fond et tu y arriveras, d'accord? Donc la prochaine salle, Burp Suite, Extender, à la demande de l'abonné. Désolé, ça sera dans la prochaine. Ciao, ciao.